Emmanuel Macron, il parle de souveraineté européenne. Sauf que la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Lorsqu'on dit ça, cela signifie qu'il n'y a pas l'élément essentiel, le ciment, si vous voulez, qui fait un peuple, qui s'appelle la solidarité. Il n'y a pas de solidarité entre le peuple allemand et le peuple français. Il y a donc des possibilités de coopérer. Évidemment, le peuple allemand n'est pas notre ennemi, mais il n'y a pas de solidarité. Et jusqu'à présent, eh bien, l'Allemagne, qui a une politique de rigueur et sur le plan budgétaire, eh bien, ne veut pas payer pour les Français. On le sait, il y a eu un déni de démocratie, même une sortie de trajectoire démocratique en 2007-2008, quand Nicolas Sarkozy a fait adopter le traité de Lisbonne. Et finalement, je dirais que ces deux initiatives, et il y en a eu d'autres d'ailleurs, ont pour objet de mettre en lumière que depuis 15 ans, on paye encore le prix, en réalité, de ce déni de démocratie et le fait de n'avoir pas respecté la volonté du peuple qui s'était exprimée contre le fait d'adopter une constitution pour l'Europe, contre le fait de faire un saut fédéral et plus d'intégration dans l'Union européenne, parce que finalement, ce que les gens constatent tous les jours, c'est que l'Union européenne n'apporte aucun bénéfice au peuple des nations qui la composent, et au contraire, nous devons à l'Union européenne une constitutionnalisation d'une politique économique, c'est-à-dire que quoi qu'on vote, droite ou gauche, depuis des années, nous avons toujours la même politique, et c'est cette politique qui notamment a entraîné la casse des services publics, à commencer par l'hôpital, dont on a vu les effets dévastateurs pendant la crise du coronavirus. Angela Merkel a effectivement accepté avec Macron de s'engager dans un projet de mutualisation de la dette. Bon, il y a deux choses au moins à dire là-dessus, c'est que d'ores et déjà vous avez les pays qu'on dit frugaux, en fait ce sont les radins de l'Union européenne, en tout cas ceux qui affirment clairement qu'ils ne sont pas là pour payer les frais engagés par les autres, qui sont sur la défensive et qui ne veulent d'ores et déjà pas payer. En tout cas, les négociations vont être très difficiles. Mais après, il y a autre chose, la question c'est de savoir à quoi ça sert de mutualiser la dette, parce que si vous voulez, quand vous faites un emprunt, c'est très bien, mais vous avez une dette, et comment vous faites quand vous avez une dette, il va bien falloir la rembourser, cette dette, et comment vous faites, il faut un impôt. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va augmenter la contribution des États au budget de l'Union européenne? À ce moment-là, il va falloir lever plus d'impôts. Ou est-ce que c'est la Commission européenne, on en parle aussi, qui va créer un impôt? Mais dans tous les cas, vous voyez que la question en dernière instance qui va se poser, c'est qui va payer cet impôt supplémentaire? Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce sera enfin les ultra-riches qui paieront, ou est-ce que ce seront toujours les mêmes, la classe moyenne? Et on se souvient quand même, j'espère, que le mouvement des Gilets jaunes, il est quand même parti sur la question de la taxe sur les carburants, c'est-à-dire que les gens en avaient marre, et quand je dis les gens, c'est la classe moyenne au sens large, de payer autant d'impôts. Donc si vous voulez, mutualisation des dettes, fort bien, mais en définitive, la question sera de savoir, est-ce que des États qui n'étaient pas solidaires jusqu'alors accepteront d'être solidaires? Et deux, dans les pays concernés, l'impôt supplémentaire qui sera prélevé, le sera-t-il sur les ultra-riches, enfin, ou le sera-t-il comme d'habitude sur la classe moyenne? La question est de savoir, est-ce que la souveraineté doit être incarnée par les représentants politiques, ou est-ce qu'à un moment donné, sur des questions aussi essentielles, c'est le peuple qui doit se prononcer? Et moi, je considère que compte tenu du déni de démocratie qui a été celui qu'on a connu au moment du traité de Lisbonne, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre un nouveau saut dans le fédéralisme sans consulter les peuples, les peuples au niveau national. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, si on veut plus d'intégration, eh bien consultons le peuple, parce que le peuple doit se prononcer. Cette question est absolument centrale, et je me réjouis que désormais, eh bien, on puisse arriver à essayer de défendre cette notion, qu'il ne soit plus la propriété d'un parti politique, d'un mouvement, de telle ou telle personnalité. Il faut que tout le monde s'empare de cette idée de souveraineté en lui donnant un contenu. Ce contenu, c'est sortir du carcan européen, des traités européens, parce que ça ne fonctionne plus, et il faut que on reprenne, si vous voulez, une souveraineté économique, qu'on ait à nouveau les leviers de la monnaie, les leviers de la possibilité de faire du protectionnisme, parce qu'il n'y a pas d'autre manière, si vous voulez, de, par exemple, opérer la transition écologique et relocaliser la production. Il n'y a pas d'autre manière que de réindustrialiser le pays, et pour ça, il faut protéger nos secteurs stratégiques. Et donc, il n'y a pas d'autre manière
de reprendre ces leviers de souveraineté économique pour réduire le chômage tout simplement et donc recréer des emplois. Et à l'heure où on a une crise sans précédent économique qui va s'abattre sur le monde, en général, eh bien, il va falloir que les États aient tous les leviers, toutes les manettes en main pour pouvoir répondre à cette crise, faire de la relance budgétaire s'il faut, faire du protectionnisme s'il faut, et donc et également, pourquoi pas, donner des aides d'État aux entreprises qui en ont besoin, toutes choses qui nous sont interdites dans le cadre actuel des traités européens.